Donc ce podcast traite principalement du combat entre Parker Porter et Justin Tafa. Non, je rigole, c'est pas vrai. On parle aujourd'hui de Islam Makhachev contre Alexander Volkanovski. Perfect shot. Salut tout le monde, c'est Nico. Soyez les bienvenus dans MMA Club Podcast. Je suis désolé d'avoir annulé le live YouTube de dimanche soir. J'ai une grosse grippe, je suis éclaté. J'ai une sale tête, j'ai une sale voix, je suis désolé. Je sais même pas comment je tiens sur ma chaise. Je vous présente le combat entre Islam Makhachev et Alexander Volkanovski. C'est un combat qui aura lieu à l'UFC 284 en Australie, sur une carte de 13 combats, avec pas mal de locaux. On va retrouver Justin Tafa, Della Maddalena, Jimmy Crute, Tyson Pedro, Molarkey. Il manque quand même un petit Tuivasa ou Whittaker, un pionnier, un leader. Ils auraient même pu faire revenir Megan Anderson pour un one shot. J'aurais trouvé ça super pertinent. Moi, je vais pas vous mentir, au début, j'avais l'intention de mettre le réveil sur le tard, mais j'ai changé d'avis en étudiant les match-ups pour mes pronos. Ça aura lieu à la fin, donc restez pour ne rien rater, parce que du coup, les stats potentielles sur la carte principale sont bien plus intéressantes qu'elles ne le laissent présager. On va voir ça ensemble. Avant toute chose, pour bien commencer, abonnez-vous, tout simplement, vous le savez, on a besoin de soutien, on a besoin des 1000 abonnés pour cet été, ça serait parfait. Sur YouTube. Ensuite, n'oubliez pas de consommer Others, c'est la boisson, oui, c'est ça, la boisson post-workout protéinée vegan. Stylé et bon à la fois, avec MMA Club 15, vous avez 15%. Donc je vous cache pas que sur ce podcast, je vais être beaucoup en mode lecture. Je vais pas trop être en roue libre. Pourquoi ? Parce que franchement, j'ai la tête explosée. Donc voilà, je vais beaucoup lire, j'ai beaucoup écrit comme ça, je me repose un peu sur un texte. Pour aujourd'hui, c'est plus facile. Je suis désolé si ça fait un petit peu moins naturel que d'habitude. Mais c'est comme ça, si je voulais sortir du contenu, il fallait un petit peu m'adapter. Volkanovski effectue une montée en lightweight, qui est tout en son honneur, parce qu'elle est au pire moment. Il a vraiment des burnes en adamantium, pour ceux qui en doutaient. Attendre que Makhachev ait brisé aussi facilement le champion pour devenir le roi de la pire des catégories, avec la différence de gabarit, d'allonge, de puissance, franchement, chapeau, montée, avec sa taille à lui, avec son poids et tout, prendre ce risque à ce moment-là, franchement, chapeau. Ça, c'est assez incroyable. Parce que par exemple, il y a des mecs qui ont fait des call-outs sur des retours, des retours au business, par exemple, au moment où le champion était le plus prenable. Et je vais vous donner un exemple. Quand Michael Bisping est devenu champion, il y a beaucoup de gens qui l'ont call-out, et c'est Georges St-Pierre qui est sorti de sa retraite. Alors, pour rien enlever à la carrière de Georges St-Pierre, évidemment, je vais pas dire que ce combat était plus facile que les autres, mais c'était un call-out plutôt opportuniste. Quand même, on va pas se mentir, il y a des champions plus durs que d'autres, il y a des match-ups plus durs que d'autres, et sur ce match-up-là, évidemment, Saint-Pierre était plus que moins favori. Là, Volkanovski, il y va. J'ai un stylo. Là, Volkanovski, il y va contre le pire adversaire possible. Il faut bien lui reconnaître de ne pas avoir peur d'abîmer ni son visage, ni son Sherdog. Franchement, j'ai un respect absolu pour cette prise de risque. En même temps, il est numéro 1 pound for pound. Et après avoir pris un gros ménage dans son royaume, c'était de toute façon la bonne occasion de se faire passer pour le bon gars courageux et de se dire, bah de toute façon, je vais aller dans la caté au-dessus. Parce que je pense que quand bien même c'était Oliveira, le mec en pouvait plus, il fallait qu'il bouge de sa catégorie. Donc je pense qu'il l'aurait fait quand même, peu importe l'adversaire. Mais il se trouve que Islam, donc, il y a encore plus d'inquiétude, entre guillemets, par rapport aux profils qui sont très différents. Par exemple, Oliveira est certes beaucoup plus grand, mais ils n'ont pas le même fight IQ, il n'y a pas les mêmes armes chez Oliveira que chez Islam Makhachev. Ce qui m'inquiète le plus, est-ce l'absence de Khabib dans le corner d'Islam ? Non.
Est-ce que c'est parce que Islam aura la pression de combattre sur un territoire, dans un territoire hostile? Non plus. Est-ce que je suis inquiet qu'il y ait un énorme problème de puissance volume lié au gabarit des uns ou des autres? Un petit peu. Oui, j'avoue. J'avoue que là, la question, elle se pose. Je pense que c'est la chose qui revient dans la bouche de tout le monde. Et c'est la première chose qui vient à l'esprit. Au-delà de la technique et du fight IQ, je pourrais presque y répondre de manière rationnelle, en disant, ça fait combien de temps qu'il prépare Volkanovski la montée? Quand on lui a mis Islam dans les pattes, quand Islam l'a call-out, quand ils sont se call-out mutuellement, il préparait peut-être déjà sa montée depuis un moment. Ça faisait pas 2 mois qu'il venait de l'apprendre. Et là, il s'est passé déjà... c'était quand, là, le combat? Il s'est passé quelques mois, déjà. Donc ça fait pas 3 semaines, 1 mois qu'il est en train de prendre du poids. Ça fait bien 3-4 mois, minimum. Ça fait peut-être même 6 mois, déjà. Son dernier combat, c'était qui? C'était le Korean Zombie. Ça fait un moment. Regardez, je vais regarder un truc. Ah non, Max Holloway, pardon. Juillet 2022. Ouais, juillet 2022, il s'est dit, voilà, ça me laisse quasiment, pas 1 an, mais ça lui laisse 8 gros mois pour faire le poids. Donc, finalement, quand on réfléchit comme ça, il n'y a pas tant d'inquiétude que ça à avoir. Peut-être que ça va être plus compliqué du coup de faire le poids, parce que ça va être nouveau. Mais sinon, s'il est bien entouré, et il l'est, je pense qu'il n'y a pas trop de problème. Pour revenir sur la question de la technique et du fight IQ, on pense au fait que Charles Oliveira était si massif de base, lui qui cut énormément avec tant de difficultés. Je rappelle que Charles Oliveira, c'est 3 weight cuts ratés en featherweight, contre Stephens et Swanson par exemple, et 1 fois pour le titre en lightweight contre Gaethje. Ça veut dire qu'Islam s'est débarrassé facilement d'un Oliveira, qui était pourtant habitué à faire ce poids, sans compter le rebond conséquent en alliant la technique au profil de la puissance. C'est la première chose, mais pas seulement, puisqu'il l'a aussi dominé debout dans des compartiments inattendus en montrant qu'il avait le MMA le plus complet du game. Ça, c'est la deuxième chose. C'est quand même des points qui sont très importants. En prenant cet axe-là, je ne vois pas comment et avec quelle technique et avec quel fight IQ il puisse faire reculer Islam. Il y a des arguments que n'avait pas Oliveira. La différence majeure étant l'intelligence de combat de Volkanovski par rapport à Oliveira, qui a clairement raté une partie de son combat contre Islam Makhachev. Il a raté pas mal de choses. Il a gardé une certaine fidélité à son style, à son striking, au peu de mouvements de tête qu'il a, il a pas fait exception. Le différentiel de striking, de toute façon, j'en ai la preuve, je suis allé la chercher. Alexander Volkanovski est 8e toute catégorie confondue, avec plus de 4 en différentiel de striking, devant Oliveira et devant Islam, qui est non classé. Donc le différentiel de striking, c'est les frappes signifiantes encaissées, moins les frappes signifiantes portées. Ça fait une moyenne, ça fait une certaine moyenne. Et plus elle est haute, et plus en fait vous mettez des coups sans en prendre. Donc il est 8e avec 4. Plus de 4. Makhachev n'apparaît pas dans ce classement. Il apparaît seulement dans ce classement après avoir mis uniquement les lightweight. Et du coup, il devient 6e, avec 1. Donc ça baisse beaucoup. Oliveira n'apparaît pas dans ce classement. Et il n'apparaîtra jamais dans ce classement, tout simplement parce qu'il encaisse trop de coups. Il est à 0,28. Donc c'est un argument qui est valable pour les strikers. C'est sûr que c'est un argument valable quand on bosse, quand on est en position de montée. C'est compliqué à appliquer pour quelqu'un qui passe son temps à faire du grappling. Donc c'est normal qu'Islam, qui ne prend pas beaucoup de coups, soit absent de ce classement. Lui, c'est pas qu'il a un différentiel de striking parce qu'il encaisse autant de coups qu'il en donne, c'est juste qu'il encaisse pas beaucoup de coups, mais il en donne pas énormément non plus. Donc il a quand même un bon différentiel de striking, puisqu'il est positif, mais on est loin de Alexander Volkanovski. Donc moi, ça, c'est quelque chose de très important. Quelque chose pour moi qui est très important. Il y a autre chose que je voudrais revenir dessus, c'est le footwork. Le footwork de Alexander Volkanovski, qui est bien plus efficient, bien plus important que celui d'Oliveira. Puis je le rappelle, contre le combat contre Islam, on l'a quand même vu envoyer du front kick en étant complètement déséquilibré, le dos complètement en arrière, en se faisant jabber. Il continue, il restait fidèle à ce qu'il faisait d'habitude.
Il a affronté Islam sans adapter son game plan. Et je pense que c'est quelque chose que Alexander Volkanovski ne fera pas. Lui, il est capable tout à fait d'adapter son game plan. Et je pense que c'est le but, c'est de travailler son footwork, de travailler la précision, le différentiel de striking. Donc voilà, avec toutes les preuves que j'ai fournies, vous allez voir que ça va être un combat beaucoup plus compétitif que ça en a l'air. En tout cas, je le souhaite. On va parler maintenant des stats. Aujourd'hui, là-dessus, j'ai rien préparé. Je suis trop explosé pour m'amuser à tout préparer là-dessus. Donc, je vais juste les positionner. On va regarder ça ensemble. Je me souviens quand même que quand j'avais staté Oliveira contre Makhachev, les stats n'avaient servi à rien parce qu'Islam avait tout balayé. Il avait tout balayé. Mais on prend quand même quelques chiffres pour mettre d'autres angles de vue sur la table. Donc, je vais vous montrer une première illustration. C'est le record d'Islam. C'est d'être le combattant qui prend le moins de coups de tout le roster UFC. Et on retrouve Faresiam dans cette liste qui est à la 8e position. Ça en dit tellement long parce qu'avec ces stats, le fait que Volkanovski ait mis 12 KO TKO, ça s'envole un peu en fait. Parce que même si c'est sur un KO qu'Islam a perdu, depuis il n'a quasiment pas été touché. Ce que je veux dire, c'est que tout ça mis bout à bout, toutes ces contradictions qui sont des faits, tout ça c'est factuel, font que ce combat devient excitant, et il est plus excitant qu'il en a l'air. Il est plus excitant que ce que Tonton Dana nous le vend en tout cas. Ensuite, observation des Sherdog, pareil, hein, à la volée, regardez, voilà, faire du bruit, hop. On a Islam qui a donc fait un sans faute, donc qui a fait 5 finishes propres contre 5 adversaires aux qualités et aux attraits et au parcours, et différents. Charles Oliveira coche la case, j'ai battu un des GOAT de la catégorie. On peut plus se cacher derrière le manque d'adversité d'Islam Makhachev à travers son Sherdog. Regardez, on a Oliveira, Bobby Green, Dan Hooker, Thiago Moises et Drew Dober. Il y a un gap énorme entre tous ces combattants et Charles Oliveira. Et pourtant, il a franchi le pas avec une telle facilité. C'en est très effrayant. Concernant Alex, The Great, il a battu 3 fois Holloway à la décision. Une plus poussive que les autres. Voilà, je suis d'accord. Ortega avec la frayeur sur l'étranglement. Mais je rappelle aussi que un certain Habib Nurmagomedov s'est fait aussi guillotiner par Dustin Poirier et c'est pas passé loin. Donc un match-up n'en fait pas un autre, surtout quand on s'est fait, je crois que c'était dans le 4e round qui s'est fait guillotiner. Avec la fatigue et tout, on peut manquer un peu de lucidité. Et enfin la masterclass sur le Korean Zombie qui est quand même magnifique, mais contre un combattant qui est loin du niveau ceinture. Je vais vous montrer les stats de leurs attributs face à face. Je les découvre en même temps que vous, car comme j'ai dit, je suis un peu fatigué avec la grippe, j'ai pas vraiment eu le temps de regarder tout ça. Alors, on commence par... en termes de KO, TKO, on est à 50% pour Alex Volkanovski contre 17% pour Islam Makhachev. C'est dans les soumissions qu'on inverse la tendance. C'est Islam qui repasse à quasiment 50%, et c'est là que Alexander Volkanovski repasse en dessous des 15%. Donc, c'est deux combattants qui ont une approche totalement opposée. Leur game plan va être totalement opposé, ça c'est sûr et certain. En termes de décision, on est sur la même chose. En termes de temps de combat moyen, Islam combat 2 rounds maximum, alors qu'Alexander Volkanovski, il dépasse les 3 rounds et demi. En termes de knockdown, toutes les tranches de 15 minutes, c'est pareil, on est en dessous de 1, on est à 0,4 quasiment pour les deux. Donc les deux passent un knockdown toutes les 15 minutes, donc soit presque un knockdown par combat, on va dire. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Les frappes envoyées par minute. Donc on est à 2,37 pour Islam, on est à 6,79 pour Volkanovski. C'est incroyable, c'est vraiment un des gros boxeurs du roster. C'est un des plus grands boxeurs du roster. Au-dessus, on a... de mémoire, hein, j'ai pas sous les yeux. Au-dessus, on a... Pardon. L'autre, là. Le poids lourd. Pavlovich. Je crois qu'il est à 8. Je sais plus qui on a. Je crois qu'il y a Sean O'Malley. Je crois qu'il y a... Bon, je vais arrêter là parce que je vais dire une bêtise. Mais je crois que ces deux-là sont quasiment au top. Il doit y en avoir un autre qui me fleure, ça me revient pas. En termes de coups absorbés par minute, voilà, par contre Volkanovski, il est grave devant, et je le savais, Volkanovski encaisse beaucoup plus qu'Islam, puisqu'Islam est très bien classé dans ceux qui prennent le moins de coups, signifiant absorbé par minute. Ça c'est intéressant. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ?
En précision de takedown, et ben voilà, on est à 65% pour Islam, on est à 35% pour Alex Volkanovski. Et en défense de takedown, on est à 88% pour Islam. On est à 73% pour Volkanovski. En toute logique, il ne devrait pas y en avoir beaucoup qui passent, sauf que c'est Islam, donc c'est très différent des autres. Mais ça risque d'être beaucoup plus serré que ça en a l'air. Volkanovski disait qu'il était champion d'Australie de lutte, donc il va quand même falloir le prendre au sérieux, pas se moquer de lui. En moyenne de soumission, on dépasse la barre des 1,25 pour Islam Makhachev et on est en dessous des 0,20 pour Alexander Volkanovski. Voilà, j'ai découvert ces stats avec vous. Tout cela me laisse penser que ça va être deux match-up, deux game plans totalement différents, comme j'ai dit tout à l'heure. Ça va être très intriguant, très beau. Il y a moyen que Volkanovski fasse une masterclass en striking. Il y a moyen qu'Islam fasse une masterclass en grappling. Franchement, ça va être super beau. Je vous propose maintenant de se faire des petits pronostics de la main card, si ça vous dit. On commence par Jimmy Crute, qui est numéro 2 contre Alonzo Menifield. On a le favori qui est Jimmy Crute. Il est sur 2 défaites difficiles. Menifield, il est sur 2 victoires. La moyenne de combat pour les deux, c'est moins de 5 minutes. Donc ça va être du grand n'importe quoi. On est parti pour un combat qui va durer un round normalement. À ce petit jeu, c'est Menifield qui est plus létal, avec un taux de finish qui est un peu plus important. Mais sur le striking pur, Jimmy Crute a des stats bien plus propres, avec un différentiel de coups signifiants qui est au-dessus aussi. Donc, je rentre pas dans les détails, mais moi je donne Jimmy Crute vainqueur par soumission après un knockdown dans le premier round. Ensuite, on passe à Justin Tafa contre Parker Porter. Vous avez dit qu'on allait parler de ce combat. Le favori, c'est Justin Tafa. Je pense qu'il est simplement favori parce qu'il combat à domicile. Sur le papier, c'est beaucoup plus compliqué que ça en a l'air. Tafa gagne uniquement par KO. Parker Porter est bien plus complexe, sans être non plus à des années-lumière, il est bien plus... J'ai dit quoi? J'ai dit complexe, pardon. Bien plus complet. Oui, c'est aussi bien plus complexe du coup. Il est bien plus complet. Il est plus dur à appréhender sur les amener au sol, et une fois au sol, c'est quand même difficile de sortir de son jeu. Le fait que les deux aient un nombre de frappes signifiantes à la minute au-dessus de 5, voire 6, c'est le KO assuré. Et à ce petit jeu-là, je vois Tafa gagner, mais sans grande conviction. Il a une défense de takedown de 100%, ce qui est très rare pour un poids lourd en plus. Porter réussit 28% de ses takedowns, donc je pense que ça va rester debout. Je reste sur un KO de Tafa dans le deuxième round, mais quelque chose me dit que Parker Porter arrive avec un game plan pas dégueulasse, style low kick, jab, qui ne va pas plaire à Justin. Donc je suis très indécis. Je reste sur un KO de Porter, premier ou deuxième, parce qu'il combat à domicile et parce que quand il gagne, c'est par KO. Mais je n'ai aucune conviction là-dessus. Vraiment, je pense qu'ils sont à leur niveau. Je pense que c'est un beau match-up. Et voilà. Jack Della Maddalena contre Randy Brown. Alors le favori, c'est Della Maddalena. Pas largement, mais un petit peu plus quand même. Pour moi, il est effectivement favori, logique, à domicile. Mais c'est pas un match-up facile. La taille, l'allonge, le rebond de poids seront à l'avantage de Randy Brown. J'ai un bug sur les stats de Della Maddalena, donc je peux pas les afficher. Mais concernant Randy Brown, c'est beaucoup plus durable que ça en a l'air. Il termine moins ses combats, alors que Della Maddalena termine généralement avec beaucoup de technique et de calme, mais très rapidement. Brown sort de 4 victoires, dont 3 décisions. Il a perdu par KO contre Nick Price et Vicente Luque, ce qui me fait dire que les profils de strikers généreux qui ne calculent pas ne lui réussissent pas. Il n'aime pas la pression du pur striker. Della Maddalena, c'est 4 sur 4 à l'UFC, il est sur 3 TKO au premier round. Je le vois bien continuer sur sa lancée, mais pas forcément aussi facilement que prévu. Je vois une décision unanime de Della Maddalena, un bon 30-27 ou un 29-28, sans fioriture, propre. Le mec ne panique pas, le mec sait rester calme, même quand même quand en face c'est dans le rouge. Je vois pas Randy Brown se faire casser la gueule, mais je vois quand même Della Maddalena gagner ce combat proprement. Yair Rodriguez, numéro 2 contre Josh Emmett, numéro 5. Alors, le favori c'est Rodriguez, et c'est logique. Pour moi, il n'y a pas du tout photo, même si j'aime beaucoup Josh Emmett. Je pense que ce combat aurait mérité un petit chapitre un peu plus grand dans un podcast, mais je n'en ai pas le courage. Voilà. Il est très appliqué, il est très bon, mais il est en manque d'outils quand sa palette de coups ne fonctionne pas. Après, il a montré une incroyable évolution ces dernières années, puisqu'il remporte une décision importante contre Calvin Kattar. Moi, je le voyais pas gagner au début contre Calvin Kattar.
Yair, à l'inverse, il sort de quelques événements un peu malchanceux. Il y a eu le high pop contre Stephen, l'épaule de Ortega qui se déboîte, mais je le vois très en forme, plus complet. J'ai pas trop d'arguments, mais je le vois pas perdre ce combat. Donc ils ont des stats qui sont très similaires jusqu'au knockdown, puisque Emmett en passe plus d'un tous les 15 minutes, alors que Yair Rodriguez en passe moins de 0,2. Franchement, cette stat-là, je m'y attendais pas. Pour à vrai dire, si on m'avait demandé de deviner, j'aurais pensé que Rodriguez passait plus de knockdown que ça. Et en fait, je me suis rendu compte que déjà, il a un taux de soumission qui est beaucoup plus élevé, avec le même nombre d'amenés de takedown réussis. Donc ça fait que c'est un combat qui est très équilibré. Et aussi, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que Yair Rodriguez fait traîner beaucoup ses combats. Donc voilà, ça va être un combat très intéressant au main event. Pour les gens qui sont un peu fatigués à 4-5 heures du mat, je pense que c'est une carte qui va... Le co-main event risque d'être difficile à regarder, parce que ça risque d'être très technique. Très beau, mais très technique. À une certaine heure du matin, on n'a pas toujours les yeux bien en face des trous. Donc voilà. Concernant Islam Makhachev, qui est champion, contre Alexander Volkanovski, qui est également champion. Alors vous avez vu les stats, c'est quelque chose. Hein. J'ai mis des belles choses sur la table. On a parlé du poids, on a parlé de leur sol, on a parlé de leur striking, en termes de vitesse, en termes de footwork, en termes de gestion de distance, de mobilité. Je pense, sans bégayer, sans sourciller, sans parler chinois, que Volkanovski aura un avantage. Je vois Islam, malgré tout, prêt à en découdre debout. Je le vois avoir ce petit bonus d'aller chercher le sol ou le cage control en cas de pépin. Et ça, c'est l'option plus d'Islam Makhachev. Clairement, on le sait tous. S'il se passe quelque chose, il va chercher les jambes. Moi, je pense qu'il y a moyen qu'il se fasse toucher et que ce soit compliqué d'aller chercher les jambes. C'est mon créneau. Mon créneau, c'est le footwork et les déplacements de Volkanovski. À savoir que je le vois avoir la science du déplacement suffisamment intelligemment pour travailler autour d'Islam, en volume, en intensité aussi, sur 5 rounds. J'ai confiance en ça. Je vais sûrement me tromper, car ça défie quand même pas mal les pronostics, mais je vois Volkanovski faire la surprise en battant le champion adverse sur ses terres en Australie. Je vois une belle décision, avec un ou deux knockdowns, de la patience, du travail debout, là où Oliveira n'avait pas été assez créatif dans son approche, on a vu le même Oliveira que d'habitude, sauf que ça ne passait pas, qui n'a pas réussi à proposer autre chose. Moi, Volkanovski me semble bien plus intelligent, faire un bon travail sur les moves permanents, sur le striking efficace, un petit peu à la manière d'Adesanya, avec voilà, quand même des différences dans l'état d'esprit et dans le travail, hein, et dans la manière de se tenir et tout, mais je le vois aborder le combat de cette manière-là. Donc je vais dire Volkanovski à la décision. Et voilà, ce podcast est terminé. On se quitte là-dessus. Vous l'avez vu, mon pronostic défie certainement tous les autres podcasteurs. Je pense qu'il n'y en a pas un qui va miser sur Volkanovski. Je pense que je vais me planter. Mais j'ai eu ma vision. Alors peut-être qu'après, on va dire, une fois que le combat est terminé et que ça sera soumission au round 1 d'Islam, tout le monde va me dire, bon, et ta vision, elle était bien nulle. Bah, je mettrais ça sur le dos de la grippe. Je dirais, ouais, mais j'étais malade, c'est pour ça. Non. Plus sérieusement, voilà, je m'en tiens à ce que j'ai dit. Pour moi, Volkanovski, décision, une petite split decision à domicile, ou une décision unanime à domicile, on verra. Quoi qu'il en soit, quel que soit le vainqueur, ça fera un magnifique champ. On se quitte là-dessus. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de consommer Others, n'oubliez pas qu'avec MMA Club 15, vous avez 15% sur votre commande, toutes vos commandes chez Others Nutrition. Donc voilà, n'hésitez pas, foncez. C'est de la bonne cam, comme l'a dit Lucie Berthaud la dernière fois dans l'interview. Allez, je traîne pas, je retourne dans mon lit, je vous fais des gros bisous.